Bonjour à tous et bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une notion qu'il semble importante à maîtriser lorsque l'on s'intéresse aux soins, à la médecine ou à la personne humaine tout simplement. La notion de normalité avec Georges Canguilhem. Qu'est-ce que le normal? Quand parle-t-on de maladie, de pathologie? Y a-t-il une différence entre le normal et le pathologique? Grande question. Nous vivons dans une société qui aime classer, catégoriser, fixer des normes. Le risque est alors de marginaliser toute personne qui s'éloignerait de cette norme. Mais peut-on réellement faire cela? Peut-on réellement différencier ce qui est normal de ce qui est anormal? Pour tenter de répondre à cette question, appuyons-nous sur la thèse de Canguilhem, écrite et exposée en 1943 dans son ouvrage Le normal et le pathologique. Georges Canguilhem est un philosophe du XXe siècle, normalien, agrégé et docteur en médecine. Il propose un nouveau positionnement sur le sujet du normal et de la maladie, en éditant deux grandes hypothèses que nous allons tenter d'expliciter ici. Dans sa première thèse, il énonce, je cite, il n'y a pas de pathologie objective. En d'autres termes, il n'existe pas de science du pathologique. La médecine et la science n'ont pas leur mot à dire, pas de jugement à porter sur cette notion de norme ou de pathologique. La maladie dépend de la subjectivité du patient. Autrement dit, seul le patient peut décider de se sentir malade, anormal, handicapé ou pathologique. Il n'y a pas de pathologie objective. Sa deuxième thèse propose, je cite, le pathologique est une nouvelle norme pour le patient. Il crée d'ailleurs à partir de cette idée un néologisme, le principe de normativité, à comprendre par la possibilité qu'a l'être humain de se créer sa propre norme. Avant de commencer et d'approfondir l'explicitation de ces deux thèses, je voudrais rappeler que cette réflexion sur le normal et le pathologique semble être un des fondamentaux à maîtriser pour ajuster notre positionnement éthique et cheminer dans l'acceptation de la différence, du handicap, de la fragilité, la maladie, le vieillissement. Bref, dans l'acceptation de toutes celles et ceux qui s'écarteraient de la norme. Il est étonnant d'ailleurs que Canguilhem soit si peu connu du grand public, alors que son œuvre est absolument fondamentale. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans ses écrits. Pour initier la réflexion, il convient de rappeler la définition des termes. Qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce que le normal? Qu'est-ce que la normalité? La norme, du latin norma, qui veut dire règle, désigne l'état moyen, la moyenne, le plus répandu, considéré comme la règle à suivre. La normalité est ce qui s'inscrit dans la norme. C'est donc ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude, ce qui ne surprend pas, ne dérange pas. De ce point de vue, on note déjà pourquoi la norme peut être perçue par la jeunesse ou encore par certains artistes et autres esprits libres comme ce qui doit être évité à tout prix. En effet, ce qui ne dérange pas peut être considéré comme monotone, vide de sens et d'aventure, trop rigide et étriqué. Une vie sans surprise peut être considérée comme un peu grisâtre, morose. L'avantage de la norme en est le cadre rassurant qu'elle propose, l'inconvénient en serait sa rigidité, l'absence de tonicité, la routine, et même, poussé à l'extrême, le risque de robotisation. En effet, le robot suit obligatoirement sa norme. Il ne peut prendre de liberté quant à sa programmation. Son code fait de suite de 0 et de 1. De même, l'animal est victime de son instinct qui le détermine. En revanche, l'être humain peut, lui, décider de ne pas suivre sa norme, de se différencier, de faire preuve d'originalité et de singularité. En ce sens, le choix libre et éclairé de faire un écart par rapport à la norme serait donc une des caractéristiques de l'humanité, une capacité propre à l'espèce humaine. Et en ce sens, toute personne malade, handicapée ou s'écartant de la norme serait donc au fondement même du principe d'humanité. La différence et le handicap sont des révélateurs de notre humanité. Cette démonstration est magnifique car elle renverse tout et permet de changer le regard que nous portons sur nos fragilités, notre vulnérabilité, nos handicaps. L'anormalité est constitutive de l'espèce humaine, dans ce qu'elle permet de mouvements de liberté. Pour avancer sur la question de normes, il faut se poser la question de son origine. D'où viennent ces normes que nous nous imposons?
Généralement, la norme s'impose par la décision du plus grand nombre. Mais la norme doit-elle être forcément la conséquence de cette loi du plus grand nombre? Doit-on confondre moyenne et norme justement? Pour prendre un exemple assez polémique, si tout le monde devenait cannibale et pédophile, la nouvelle norme du comportement humain serait le cannibalisme et la pédophilie. Faudrait-il pour autant les considérer comme un bien en soi? Il ne faut pas confondre norme et morale. D'autre part, pourquoi faudrait-il suivre la règle de la norme? Qui a dit que c'était une bonne chose de se conformer à la règle? Le risque soulevé ici serait celui du conformisme et de l'attitude passive qui en découle. Pour rappel, le conformisme correspond au comportement en accord avec la norme, un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu. Mais je vous pose la question, attendu par qui? La société? La mode? Un désir d'appartenance au groupe? Un paraître? La pression du jugement et du regard des autres? Cette question du conformisme renvoie à la notion de liberté. En tant qu'être humain doué de conscience et d'une intelligence, nous sommes libres de respecter ou de ne pas respecter la règle. L'important est de poser un choix libre et éclairé, un choix délibéré, qui nous met dans une posture active et non passive vis-à-vis de cette norme. La notion de norme se conçoit encore plus clairement si l'on définit également ce qui pourrait être son opposé, le pathologique. Qu'est-ce que le pathologique? La pathologie est la science qui a pour objet l'étude des maladies et notamment leurs causes, leurs mécanismes et leurs symptômes. Mais toutes ces observations ne définissent pas la santé. Elle ne fait qu'observer, décrire, mais ne peut conclure quant à un état dit malade ou de bonne santé. Il ne peut y avoir de science de la maladie. On peut décrire objectivement des structures ou des comportements, mais on ne peut les dire pathologiques sur la foi d'aucun critère purement objectif. Il ne semble donc pas y avoir de pathologie objective. Qu'est-ce qu'être en bonne santé finalement? Pour répondre à cette question, reprenons la définition de la santé que propose l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je cite, la santé est un état de complet bien-être physique, psychologique, social, spirituel, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé n'existe que comme un sentiment d'être bien portant. La santé est une appréciation individuelle portée en regard d'un certain sentiment subjectif, propre à chacun. Autrement dit, aucune entité extérieure, sociétale, politique, médicale, ne peut me dire ce qu'il en est de ma pensée, ce qu'il en est de ma pensée d'être malade ou en bonne santé, d'être normal ou anormal. C'est à partir de cette définition de la santé que nous pouvons comprendre la première thèse de Canguilhem. Il n'y a pas de science du normal et du pathologique. Ou encore, il n'y a pas de pathologie objective. La santé est une donnée subjective, propre à la personne. Prenons l'exemple de l'hypocondriaque, qui pense être malade tout le temps, alors qu'il n'y a pas de maladie observée cliniquement par le médecin. Et à l'autre extrême, l'exemple du patient dans le déni de son cancer. La maladie est bien là, la cellule cancéreuse est bien observable sous le microscope, et même parfois palpable cliniquement. Mais le patient ne veut pas le voir, ne veut pas le savoir, et préfère entretenir un déni protecteur, un déni qui le protège psychologiquement et qui le maintient, peut-être artificiellement, en bonne santé pour quelque temps. Et ce déni est bien sûr à respecter. En médecine et psychologie, avec Canguilhem, Foucault et même Freud, il n'existe pas de normes extérieures au patient. En d'autres termes, le médecin ne peut pas déclarer un individu malade sans l'avoir consulté en lui demandant son point de vue sur son propre état. Le caractère gênant, délétère, problématique de l'état concerné doit être évalué par le patient lui-même. La société n'a pas son mot à dire sur l'évaluation de la vulnérabilité. Celle-ci ne peut pas fixer de normes. Celle-ci ne peut être fixée que par le sujet lui-même. À la question qui fixe donc la norme, Dieu, l'Église, la société, le médecin ou soi-même, d'après Canguilhem, la réponse est soi-même. Chacun se fixe donc son degré de dépendance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société. Et je voudrais convoquer ici l'exemple de mon petit frère Paul, porteur de trisomie 21, handicapé.
Paul sait qu'il porte un handicap, mais cela constitue sa propre norme. J'aime à lui poser deux questions, qui reflètent bien le décalage subjectif que Canguilhem a essayé de mettre en avant dans ses thèses. Lorsque je lui pose la question de la vision de son handicap, Paul, es-tu handicapé? Il me répond, oui, Adrien, handicapé, Paul. Et à la question, Paul, es-tu anormal? Il me répond avec un grand sourire, mais non, c'est toi pas normal, Adrien. Conclusion, selon lui, Paul est handicapé et normal. Et c'est la bonne réponse, selon Georges Canguilhem et moi-même. Paul est dans son référentiel de normalité. À noter que, de son point de vue, c'est nous tous qui l'entourons qui pourrions paraître anormal. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi nous passons notre temps à courir, à suer au travail ou encore à nous stresser pour un rien. Dans son monde, dans sa réalité, il n'y a pas d'intérêt à s'imposer tout cela. Et finalement, n'aurait-il pas raison? Mais c'est une autre question. Dans sa deuxième thèse, le pathologique est une norme en soi, une nouvelle norme pour le patient. Canguilhem reprend les définitions héritées du physiologiste Claude Bernard et du chirurgien Broussais au XIXe siècle. Mais il les complète pour les rendre plus qualitatives. En effet, il ne fait plus aucun doute que sur le plan physique, au plan de la matière, le pathologique n'est qu'une variation quantitative du normal, soit par défaut, soit par excès. Il y a identité du normal et du pathologique, aux variations quantitatives près. Il n'y a pas de modification de nature. La cellule humaine, infectée, cancéreuse, vieillissante, reste bien dans sa lignée et ne se transforme pas en cellule végétale ou en cellule de rat. Canguilhem conserve donc pour Rousset, le pathologique n'est pas anormal, la maladie fait partie de la vie. Mais il va plus loin et renverse tout en proposant le postulat suivant. Le pathologique est un autre normal. Être malade, être handicapé, c'est être porteur d'une autre allure de vie. Oui, Canguilhem emploie bien le terme d'allure de vie. C'est être confronté à une altérité qui survient dans sa vie. La maladie n'est pas une simple variation quantitative du normal, mais à comprendre comme une qualité différente de ce normal. Et pour retrouver la santé, le patient peut se saisir de cette nouvelle qualité, de ce nouveau principe de vie qu'est sa maladie. De cette adéquation avec sa maladie, par l'éducation thérapeutique par exemple, va germer un bienfait physique et psychologique bien supérieur. Le patient peut jusqu'à retrouver la santé en intégrant la maladie à sa nouvelle allure de vie, en acceptant pleinement la maladie dans sa vie, dans sa nouvelle norme de vie. A l'inverse, si le patient n'accepte pas sa nouvelle nature, sa maladie, alors il peut verser dans un déni qui serait délétère pour sa vie et peut alors en découler une symptomatique négative, des angoisses, de la dépression, des troubles du sommeil, etc. La médecine considérait que la maladie était une déviation du normal, alors que Canguilhem met la maladie sur le même plan que le normal. Il donne ainsi la même dignité à la vie lors des épisodes pathologiques que dans la normalité. La force de la vie est toujours présente, même lorsqu'il y a la maladie. Petite parenthèse, je proposerai ici un ajout qui intègre mes expériences terrain à la pensée de Canguilhem. La force de vie est parfois même supérieure lorsque celle-ci est boostée par la maladie, sur le principe de la noodynamique de Frankl, que nous détaillerons dans un prochain épisode. La maladie semble être une opportunité plus importante que la normalité, dans ce qu'elle permet de mise en confrontation avec sa finalité, et donc de mise en mouvement vers le sens, vers l'essentiel. Pour Auguste Comte, le progrès est dans le développement de l'ordre. Or, je trouve que l'ordre en santé a quelque chose de trop rigide, qui ne permet justement pas le progrès, l'accomplissement de soi. A l'inverse, je pense que le progrès peut être initié, révélé par l'apparition d'un désordre, ici d'une pathologie, d'une maladie. Pour bien expliquer cette nouvelle notion, cette possibilité que le patient a de choisir sa norme, même lorsqu'il est atteint d'une pathologie, Canguilhem invente la notion de normativité. La normativité est la capacité qu'a l'individu à créer de nouvelles normes. Retrouver la santé, c'est retrouver cette capacité de créer des nouvelles normes. Ce qui est spécifique à l'homme est cette capacité de créer des normes, et donc cette normativité. On retrouve d'ailleurs ce mouvement de normativité chez Frankl dans le double mouvement d'autodistanciation
et d'autodépassement. Le patient peut poser un choix libre de prendre du recul par rapport à sa maladie, l'autodistanciation, et de la dépasser, autodépassement, en lui donnant du sens. Nous avons donc vu dans cet épisode que le normal n'est qu'une définition que la société du plus grand nombre se donne passivement. Que cette société a tendance à aimer classer et marginaliser ceux qui s'éloigneraient de la norme. Mais qu'en poussant la réflexion philosophique, il nous est apparu que la norme pouvait parfois être ennuyeuse et que de proposer un écart à la norme était signe d'humanité, par l'expression de la liberté. Que la définition de la maladie et de la santé ne pouvait s'énoncer que dans un rapport intégrant la subjectivité de la personne, et donc qu'il ne pouvait y avoir de pathologie objective, de science du normal et du pathologique. Que ni la société ni le médecin ne pouvaient avoir d'opinion sur la notion de norme et de maladie. Seule la personne, dans sa subjectivité, peut décider de se considérer anormale, handicapée ou malade. Nous avons vu également que le pathologique est une variation quantitative du normal, mais aussi qu'il est une variation qualitative, en ce sens où la maladie transforme la vie de malade de manière qualitative, que la personne, dans sa maladie, vit un autre normal, et qu'il est appelé à faire preuve de plasticité pour recréer ce qui constituera ses propres normes, à partir de ce qu'il vit, intégrant sa maladie. C'est le principe de normativité. Voilà, je vous laisse sur cette synthèse. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Le Cœur d'Hippocrate et à partager si ces réflexions vous rejoignent. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.